se profilait à l'horizon et que des tours étaient vues de Paris. Et ça, ça a été considéré comme quelque chose de sacrilège. Un sacrilège au cadre parisien, un sacrilège à l'axe historique. Et que par conséquent, c'était pas tolérable. La puissance politique et financière du lieu se dresse et s'étale à l'horizon, alors que le passé religieux et l'histoire événementielle du pays sont absents. Pas d'église, sauf une confidentielle paroi de verre, pas de souvenir d'un fait guerrier, mais à la place des gratte-ciel, symbole laïque et ostentatoire du politique. Le pays est passé tout au long de son histoire d'un politique fortement teinté de religieux à un politique laïque que la césure de 1789 n'a fait qu'accentuer. Le roi de France devient empereur en son royaume lorsqu'il s'affranchit de la tutelle du pape. Il crée des sujets égaux qui lui sont soumis. Il n'y aura plus qu'à le renverser pour en faire des citoyens. Quelle traduction sur l'axe? 3 arcs emboîtés qui assoient la puissance politique du pays en excluant le religieux de la gouvernance. Arrivant sur le parvis de la Défense, nous sommes frappés par l'alignement de l'arche avec l'Arc de Triomphe et l'obélisque au loin, autant de symboles de l'histoire politique. Y aurait-il une lecture originale et cachée de l'axe? Il existe un axe historique. Et à l'origine de l'axe historique, qu'est-ce qu'on a? On a un château fort dont les fondations existent toujours, c'est Philippe Auguste sous la pyramide. Et au XIVe siècle, Charles V, dit le Sage, il décide d'enlever au château fort sa fonction militaire. Et là, je crois que c'est l'acte fondateur. La forêt de Saint-Germain pour les rois de France depuis les Capétiens, c'était le lieu ludique où le roi, sa cour, allait chasser. La laïcisation affirmée par une révolution franc-maçonne et libérale a-t-elle évacué le religieux? Rien n'est moins sûr. L'esplanade de la Défense ou celle de la Concorde conservent un parvis ou paradis où la célébration de fêtes garde un caractère rassembleur. La modernité a transformé le croire. Sa sécularisation devient une véritable axiologie indexée. Croire et être libéral, c'est croire individuellement en un religieux dépolitisé, mais passé intégralement dans les mœurs. On passe les siècles, Henri IV, premier roi Bourbon, décide de relier, de réunir les jardins des Tuileries à ce palais royal. On progresse encore d'un siècle, peut-être pas encore, d'un siècle tout à fait, mais on arrive, d'un règne en tous les cas, on arrive à Louis XV, et Louis XV demande à Gabriel, l'architecte Gabriel, une place. Cette place, bien entendu, s'appellera la place Louis XV, mais cette place énorme n'est pas fermée à l'ouest. Ce qui me paraît intéressant, moi, dans cette naissance de l'axe historique, par la création de cette percée spectaculaire de Le Nôtre, c'est qu'on ne respecte pas la nature, c'est-à-dire on ne suit pas les rives de la Seine, et on va tout droit vers l'ouest. Avec la place de Louis XV, on a une première ponctuation, car l'axe, il existe par son point de départ, il existe par son point d'arrivée, mais il existe aussi par ses ponctuations. Arrive Bonaparte, et Bonaparte, son premier souci, une fois qu'il est désigné empereur, c'est de construire sur l'axe 2 monuments spectaculaires. Vision antique, césarienne, il met à la mode l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, pourquoi? Un premier Arc de Triomphe, celui du Carrousel,
conçu et réalisé en 1806 en hommage à la Grande Armée. Et il a l'idée, sans avoir encore l'idée de les aligner, car il y avait à ce moment-là encore les Tuileries qui fermaient l'axe, mais il a l'idée également de concevoir un autre arc de triomphe, en haut là-bas de la colline, vers l'ouest toujours, pour honorer la Révolution française et l'Empire. Et on a deux ponctuations solennelles, à nouveau communication par le monumental, l'arc de triomphe de l'Étoile, tas de pierres sur un tas de gloire, je crois, a dit Victor Hugo, et l'axe est ainsi tracé. Un architecte qui était un des concepteurs d'un des projets de l'axe défense, Émile Ayot, grand architecte, et dans les grands projets qui ont été demandés aux grands esprits concepteurs architecturaux, le sien c'était de fermer l'axe historique par deux immeubles miroirs. Tollé général, les associations d'anciens combattants, les historiens protestent. Il accepte d'entrouvrir les deux immeubles miroirs par une légère fente, mais le projet est abandonné. François Mitterrand est arrivé au pouvoir et décide du choix de la Grande Arche. Être indexé désigne l'impossibilité de représenter une croyance de manière exacte, bien que partagée par tous. L'axiologie de l'axe est alors une ouverture sur les croyances et les peuples, selon le mot du créateur de l'arche, Otto van Spreckelsen. Absolument magnifique, parfait, parce que c'est là où on aborde, je crois, le rôle formidable de François Mitterrand sur l'axe historique, c'est qu'il a l'idée géniale, selon moi, de ponctuer au départ avec la pyramide du Louvre, de ponctuer à l'arrivée de l'axe historique une grande arche, et une grande arche qui, en plus, étant ouverte de façon extraordinaire à l'intérieur du cube, ouvre la porte à l'avenir et à un prolongement de l'axe historique de la défense. Ne pas fermer le jeu politique, jouer et ouvrir dans l'axe, c'est la devise du politique ouvert à l'ouest sur son propre avenir. Les événements culturels, sportifs ou sociaux se célèbrent sur un axe. L'ordre des choses s'inverse avec l'axe. L'horizontal devient transcendant et le vertical immanent. Finalement, et c'est peut-être par là qu'on pourrait terminer, en tous les cas dans le temps, puisqu'il va falloir quelques dizaines d'années pour aboutir à tout ça, on rejoint la volonté des rois capétiens de relier Paris avec la forêt de Saint-Germain pour à l'origine chasser. Les symboles simples, le cube, le triangle ou la sphère, sont certes aujourd'hui réputés maçonniques, mais les francs-maçons ne les ont pas inventés. Je me souviens d'une réflexion de l'architecte Yo Ming-pei qui a fait la pyramide du Louvre, à qui quelqu'un demandait vous avez voulu faire référence à l'Égypte, et il a répondu avec un demi-sourire, mais vous savez, il n'y a pas qu'en Égypte qu'il y avait des pyramides. Je pense qu'effectivement on peut trouver du religieux dans le laïque. Il y a dans les grandes cérémonies de la République, par exemple, un côté parfois mystique et religieux, de même que dans les grandes religions, pas seulement la religion catholique romaine d'ailleurs, mais les autres aussi, il y a un côté politique, il y a un côté de pouvoir temporel, incontestablement, et même de pouvoir financier. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de laïcité pure et il n'y a pas de religiosité pure.
Je vais vous faire remarquer que la Grande Arche, entre parenthèses, n'est pas que matérielle, puisque la nuit, les éclairages ont été conçus dans des éclairages plutôt bleutés pour donner une impression d'évanescence, d'immatériel. Et ce n'est pas par hasard. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur le parvis de la Défense, on organise beaucoup de rencontres sociales. Il y a eu notamment Jean-Michel Jarre qui a fait un spectacle là, sous une pyramide d'ailleurs. Effectivement, l'axe sacré de Paris recoupe l'axe majeur de Cergy-Pontoise à la Croix Saint-Simon que vous avez mentionné, et où il y a une colonne qui date de l'époque de Louis XIV d'ailleurs. On peut imaginer effectivement construire une arche ou autre chose, un monument qui soit d'ailleurs matériel ou partiellement virtuel. L'axe laisse libre une perspective d'avenir à l'ouest. Depuis l'arche ou face à elle, celui qui a vu le défilé des symboles pourrait imaginer un mobile survolant l'axe à très grande vitesse et faisant une boucle autour de la Terre. Le mouvement rectiligne uniforme deviendrait circulaire et accéléré. Un voyageur imaginaire se déplaçant au-dessus de l'axe à une vitesse proche de celle de la lumière verrait au-dessous de lui l'histoire événementielle et politique se dérouler au ralenti. Le temps pour lui ne s'écoulerait plus et l'espace se réduirait à un point. Notre voyageur serait entré dans l'espace-temps. Un observateur terrestre, lui, verrait le voyageur comme un halo de lumière passant au-dessus de l'axe, mais son temps sur Terre s'écoulerait, comme le nôtre, rapidement. Cette expérience métaphorique n'est pas encore réalisable, mais elle permet de comprendre que la permanence des choses n'existe pas. Le mystère des symboles laïques contient-il en lui-même son propre dépassement? Que seraient alors les mœurs, le politique, l'histoire ou même la raison d'État, sinon de simples points de vue sur les choses? C'est ce que semble nous démontrer l'axe du Louvre à la Grande Arche, relativisé comme un lieu de passage où le profane ne verrait que lumière, mais où l'initié, avec la quasi-certitude du relativiste, serait obligé de faire de la tolérance l'axiome premier de sa réflexion sur le monde.